Have you ever wondered whether your digital identity is really safe? Your digital identity is made up of codes, numbers, letters, keys, passwords that eventually end up being forgotten or even stolen. What if the solution was at your fingertips? Only one technology guarantees that you and only you control your data, the blockchain. Years of research have enabled us to build a truly decentralized network, accessible from anywhere on Earth, while putting every human at the heart of its technology. This network is autonomous and automated, geographically distributed around the world, and designed to withstand natural disasters through its artificial intelligence. It is faster, more secure, more eco-friendly than any other. Let's enter a new era, the Internet of Trust. With Uniris, you can access this new world with the tip of your finger. Our crypto biometric technology uses your finger's unique network of veins to provide the first ever tamper-proof identification that doesn't store any data. This trust revolution opens the door to a new and infinite generation of use cases. Every day we exchange with the whole of humanity. People from around the world can develop a new generation of applications and services in this new open source ecosystem. Encrypt your emails, secure the sharing of your medical record, access your home or your car, take a loan, protect your privacy. Our blockchain is replacing every trusted third party to provide a real Internet of Trust. With a simple touch of your finger, generate the one and only keychain to unlock, protect, and access whatever you like, instantly and risk-free. So, ready to take back control? Yeah. Bienvenue sur le live, le nouvel AMA. Je suis ravi de vous retrouver avec notre boss in chief, Seb. Hello à tous. Merci Ben de te joindre à nous pour ce live. Avec plaisir. Écoute, je pense que je vais me présenter parce que j'ai fait pas mal de chats dans le Telegram et je pense que des introductions sont dues. Voilà, je m'appelle Benjamin, je suis un vrai crypto natif au sens de... j'ai découvert le Bitcoin à l'époque en 2012, fin d'année où ça valait $200. Alors, j'avais pas d'argent, donc non, je ne suis pas millionnaire. Ne me demandez pas des bags, j'en ai pas assez. Mais du coup, j'ai trouvé les idéaux de la blockchain à l'époque assez révolutionnaires. Et, la preuve, on est là aujourd'hui. Et du coup, j'ai toujours entrepris dans le Web3 au fil des années. Je suis rentré dans Ethereum quand ça valait $6. J'ai fait du brokering international à l'époque où on faisait des ICO pour aider les Américains à mettre de l'argent et donc à en prendre au passage un peu. C'était rigolo. Et puis, voilà, en progressant, j'ai entrepris un peu dans le crypto art aussi, puisque j'ai fait pas mal de musique dans ma carrière d'avant. Et donc, j'ai monté un collectif là-dedans qui a été pile au moment un peu de la hype des NFT, puis une DAO sur Paris de projets culturels dans le Web3 qui s'appelait DAOs. Vous pouvez aller diguer. On a fait pas mal de choses. Et puis, ensuite, j'ai rejoint une équipe très intéressante qui, aujourd'hui, travaille avec Arketic. On en parlera plus tard, sur un startup studio dans le Web3. Et ça a muté petit à petit. Et maintenant, voilà, on est quelques associés à entreprendre, à concevoir des business dans le Web3. Et aujourd'hui, je mets mes ressources et mes forces à contribution du projet Arketic. Vous l'aurez compris, hein, on ne s'équipe pas non plus des plus mauvais. Et là, ça bouge de tous les côtés. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur de bosser avec Benjamin là, au quotidien. Et puis le réseau, tout à fait. Merci Seb. Du coup, en termes de comment on va faire Stama, on a compilé les questions pendant quelques jours, semaines. On les a un peu classées, regroupées par thème. Et on va un peu faire passé, présent, futur. Un peu comme quand on est enfant et qu'on joue. Mais c'est pas mal. Ça nous permet de s'inscrire dans un point sur ce qu'on a fait, où on en est et ce qu'on veut faire. Du coup, si tu vois pas d'inconvénient, Seb, je vais commencer par te poser des petites questions. Très bien. Ok. Alors, les deux premières questions concernent la communication et le marketing. On va les poser crues comme elles ont été posées. On ne fait pas de camouflage. Donc, vos opinions sur l'importance d'une communication dans un tel projet. Manque de communication car manque de personnel ou manque de moyens, de temps, ou est-ce l'esprit de l'entreprise? Et on a rajouté une autre question qui rejoignait ce sujet. Vous avez évidemment conscience des critiques sur le marketing. Est-ce enfin bientôt la fin du purgatoire? Ah, bon, vous l'aurez compris, hein, on vient tous de la tech. Et effectivement, donc on s'est équipé on a travaillé avec beaucoup de gens beaucoup de boîtes de marketing. Alors, c'était dans le Web 2, dans le Web 3, dans l'institutionnel.
On a même écrit un bouquin, donc qui n'est pas encore sorti, mais on a écrit aussi un bouquin. Et le problème, on va dire, et le problème de fond, c'est juste la partie produit. C'est-à-dire que là, on était le 100% du focus, c'était sur la tech, développer la blockchain, développer les premiers outils. Et ce qui fait que même le meilleur marketeur peut jamais, quelque part, vendre de la tech pure. Et donc, c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où c'est en train de vraiment changer. C'est que le marketing, le mot marketing, c'est vendre avant tout. Et on arrive vraiment à cette phase-là, en fait. Ouais, c'est ça. On était en fait dans une phase de pré-lancement pendant très longtemps, de deep tech finalement, et maintenant on arrive au ramp-up vers ces lancements des premiers produits DeFi, qui sont du coup la naissance réellement du go-to-market archétype, on va dire, après toutes ces années de gestation. Alors on sait très bien que la communication c'est essentiel. En ce moment on est très actif sur le sujet, en interne et avec des intervenants externes proches de nous ou associés. Beaucoup de choses s'alignent, que ce soit interne ou externe. On a eu des très belles re-rencontres à la Paris Blockchain Week, des gens et des médias, des agences qui sont majeurs et leaders sur pas mal de verticales qui sont vraiment ravis qu'on émerge et de nous aider. Et en termes de stratégie, on voudrait plus se focus maintenant sur de la micro-influence pour acquérir de nouveaux réseaux de crypto-enthousiastes plutôt que des macros à la hasher, comme il était mentionné potentiellement avant. Essayer de toucher d'autres écosystèmes par des gens qui croient en ces écosystèmes et qui voient la lumière aussi chez Archétype. Et puis au niveau des formats et des types de contenus, vu que maintenant il y a des produits, il y a plein d'autres choses, on peut parler d'autres choses que juste des consensus et des arcs et toutes ces choses-là qui sont très bien mais qui ne sont pas forcément hyper sexy. Et donc on va essayer de lancer pas mal de nouveaux types de formats et de contenus pour cette campagne DeFi et de vous mettre à contribution d'ailleurs la communauté. Voilà pour cette question. Ouais. Bon, alors maintenant, c'est à mon tour, je crois. Je peux te poser peut-être une question, si je veux bien, Ben. Alors, état de la trésorerie de l'entreprise. Après ces années de biens et ce token qui n'évolue plus, combien d'années l'entreprise peut vivre dans ce schéma-là? Entre parenthèses, token qui ne monte pas. Alors c'est Ben, vachement marrant parce qu'entre le moment où la question est posée et maintenant, le token, il a pris 40% en 6 jours. Bon, alors je sais que c'est pas la moon, et je suis pas là en train de dire c'est le pomme du siècle, mais bon, ça bouge. Voilà, les choses bougent. Faut pas s'inquiéter pour le moment. Je pense que tu peux expliquer le cash burn qu'il y a eu. Exactement. Donc, ce qu'il faut bien voir sur ce genre de projet, donc on a un projet tech, c'est-à-dire en gros, on reprend le problème à l'origine. C'est-à-dire là, c'est de la deep tech. On retouche toutes les couches. Et donc ça veut dire on le finance uniquement en fonds propres. C'est de l'autofinancement. Et c'est ça le gros changement là aujourd'hui, enfin dans quelques jours, c'est que ça c'est derrière nous. C'est et d'un seul coup là on va arriver sur l'ère des services, là où justement il y a du cash qui rentre aussi pour financer toujours plus de services derrière. C'est ça. On est sur une multitude de signaux que nous on considère bullish au niveau de ce qu'on aligne sur l'industrie. Alors c'est pas forcément directement reflété dans le prix du Yuko, mais c'est une inertie. Voilà, on travaille vraiment sur la tokenomie de produits à venir et sur les premières sociétés qui vont choisir Archétype. On ne peut pas en dire trop, mais voilà, c'est déjà bien avancé. Et puis il y a une équation simple, des nouveaux produits qui sortent, un nouveau type de marketing, des nouveaux arrivants, des nouveaux visages, le volume monte. On travaille tous pour ça. C'était une fin d'une phase au cash burn assez conséquent, mais qui était prévu. En termes de la liquidité de la boîte, ça a été planifié. On rentre dans une autre ère maintenant où c'est sûr qu'on a moins de cash qu'à la fin de la private sale, mais on a des produits, on a créé de la valeur, on va rencontrer le marché et faire nos preuves out there in the world. Voilà. Du coup, je t'enchaîne, parce que là, on répond... Ouais, exactement, ouais, tout à fait, j'attends la question. Alors, attention, question. Donc là, c'est plus la phase présente, les questions qui touchaient un peu les activités d'aujourd'hui. Il y avait une question qui disait « Toute la team travaille-t-elle à plein temps pour Archétype ou certains ont d'autres projets à côté? En gros, est-ce que le degré d'implication ne périclite pas ?» Alors, première réponse, j'espère, effectivement, ça c'est, j'espère que l'équipe bosse bien. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des personnes dédiées et d'autres qui sont aussi sur d'autres projets. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément besoin de tout le monde à temps plein sur tous les sujets. Et il y a aussi un élément hyper important qui est le contexte de la deep tech. Dans la deep tech, c'est symptomatique de l'effet de l'iceberg, c'est-à-dire qu'en gros, on voit le tout petit bout qui dépasse, mais on voit pas du tout l'énorme travail qu'il y a derrière. Donc effectivement, c'est la partie, on voit vraiment que la partie infime.
Après, vous pouvez aller voir aussi sur GitHub tout ce qui bouge, etc. Mais il y a aussi même les structures juridiques. Ce qui est d'important, c'est qu'au moment où les services démarrent, on a en bague toute la partie juridique sur les pays qui vont bien et ainsi de suite pour que on puisse faire un scale sans du tout être freiné par cette partie-là. Donc ça, c'est top. On a réussi à le faire en même temps que la tech. Et donc, c'est là où c'est vraiment intéressant. Mais par contre, effectivement, je ne vous cache pas, hein, c'est un iceberg. Donc là, c'est normal que vous n'ayez vu que la partie émergée pour l'instant. Alors, la question ensuite concernait aussi l'équipe. Ouais, non, c'est bon, pardon. C'est toi qui dois me poser une question. Petit cafouillage. Aïe, aïe, aïe. Alors, n'avez-vous pas besoin de plus recruter pour assurer l'expansion d'Arketic / Uniris? Si oui, est-ce prévu? Sinon, pourquoi? Du coup, c'est pour ça que c'est moi qui réponds. Parce que, nouvelle tête. Alors, il y a effectivement des mouvements de staffing qui sont en cours. À l'heure actuelle, il y a 4 nouvelles personnes qui ont rejoint l'équipe en interne avec moi. Donc, ce sont mes associés d'une aventure extérieure, mais on se joint à l'équipe maintenant. Donc, il y a Damien qui nous rejoint un peu sur la partie stratégie exécutive pour épauler vraiment Sébastien et porter vraiment le projet au niveau, on va dire, macro-entrepreneuriat. Il y a Prashan, qui est mon très bon associé et qui, lui, vient de la tech et de produits, de développement de produits jusqu'à 300, 400 devs. Ils ont fait de super projets au fil des années, y compris la blockchain sur des marques mondiales, des choses assez intéressantes. Et il y a Jérémy, qui est le CTO de notre structure, mais qui vient du coup renforcer ici les équipes tech, les aider à remettre potentiellement voilà, les choses, les aider à voir comment on va tous ensemble réussir à aligner la roadmap. Et donc, on vient, nous, avec des capacités d'expansion pour renforcer le projet et les équipes actuelles. Voilà. Et puis, ce que j'essaie de répéter à chaque live, hein, le Arketic, et particulièrement la blockchain publique, c'est un bien commun. C'est-à-dire, en gros, ça n'existe que si vous participez, si vous vous impliquez dedans. Demain, pour être tout à fait clair, le projet, il nous appartient plus vraiment. Donc, c'est en ça que c'est important. C'est-à-dire, en gros, on parle de blockchain, de décentralisation, mais tant qu'il reste 100% fait par nous et ainsi de suite, c'est pas bon. Donc, c'est ça aussi qu'on va énormément travailler dans les mois qui viennent. C'est ça le point. C'est-à-dire, en gros, l'équipe, c'est vous. Vous le savez peut-être pas encore, mais l'équipe, c'est aussi vous. C'est ça. Du coup, il y avait une question après. Alors, avez-vous eu des surprises sur les travaux effectués? Entre parenthèses, bonnes ou négatifs? Alors ça, on a dû se creuser un peu la tête, parce qu'on était là, mais c'est vrai qu'il y a eu des bonnes surprises, y compris récemment. Moi, je vais en donner une. Un peu des nouvelles opportunités qu'on n'avait pas forcément planifiées, mais qui sont arrivées. En particulier une, donc je vais vous partager, mais on en reparlera un peu plus tard. Mais c'est la possibilité au lancement de ce DEX et des bridges de pouvoir rajouter des trading pairs ou des pools en fonction de liquidités que certaines personnes intéressées détiendraient. C'est-à-dire que nous, à la base, on s'était dit, on va lancer la pool with Yuko. Et en fait, en parlant avec l'équipe tech et Julien notamment, j'ai dit, mais tu vois, si quelqu'un il a 1 million en Stellar Lumens et qui veut, tu vois, qui est la paire, combien de temps ça prendrait? Et là, il me dit, vraiment pas longtemps. Je dis, ah bon? Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que c'était assez facile et on s'est dit, c'est une super occasion pour les gens qui sont passionnés d'autres projets, parce qu'on a bien conscience qu'il n'y a pas que Arketic et qu'il y a plein d'autres projets intéressants et qui ont des bags ou des gens autour d'eux qui en ont et qui sont intéressés par ces projets, de bridger avec Arketic et donc d'être les premiers à ouvrir ces vannes. Et puis, du coup, c'est dans les deux sens et à terme, de nous permettre d'avoir plus de ponts avec plus de projets, donc plus de croissance. Ça, c'était une bonne surprise. Bon, et puis effectivement, il y a la partie tech, hein, c'est-à-dire au moment où on lance des nouveaux services, pour nous, c'est fondamental que la sécurité soit maximale. Donc, il y a eu, je pense que vous en avez entendu parler, hein, notamment par Sylvain et Julien la dernière fois, l'AEP 21, ça, c'est un énorme gap aussi sur le réseau. Il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées au moment où c'était lancé. Encore une fois, c'est un truc, ça n'a pas de valeur marketing, c'est-à-dire ça ne vaut pas plus en marketing. Ça a coûté un petit peu plus de temps, mais par contre, l'intérêt derrière, c'est la sécurité, qui a vraiment fait un super bond en avant. C'est ça. Alors ensuite, il y avait une question qui nous parlait des narratifs actuels. C'était comment comptez-vous raccrocher aux narratifs actuels, notamment IA, Real World Assets?
Bon, alors, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo d'avant, je me souvenais plus qu'on en parlait, mais effectivement, il y a toute une partie IA dedans. Alors, la partie dont on parle sur la vidéo, c'est le prediction module. En gros, c'est celui qui permet de dire, bon, bah, s'il y a un ouragan qui est prévu à tel endroit, dans ce cas-là, les nœuds, les datas qui sont sur les nœuds vont avoir tendance à se redupliquer à d'autres endroits pour être certain qu'il n'y ait jamais de perte de données et toujours une disponibilité maximum des validations de transactions. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est sur la partie biométrie. Donc, j'y reviendrai un peu plus tout à l'heure. Mais ce qui permet d'extraire le réseau veineux, parce qu'en fait, quand on regarde une photo, alors pour ceux qui ont déjà mis une lampe à travers le doigt, effectivement, on voit le réseau veineux. Mais en fait, pour en extraire la partie utile et en enlever les taches de gras, que sais-je, effectivement, il y a besoin d'un peu traîner des algorithmes pour qu'à la fin, on arrive vraiment à extraire quelque chose qui va être toujours identique dans le temps. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis la troisième partie, c'est sur un service dont on va vous parler après. Et c'est autour des smart contracts. C'est-à-dire qu'en gros, même dans les brevets, vous pouvez le voir, hein, que ce soit du littéral, c'est-à-dire que ce soit un texte, que ce soit écrit rapidement. L'idée, c'est qu'à les smart contracts soient, quelque part, puissent être construits à partir de n'importe quel langage. Donc, l'IA dedans est hyper importante. C'est-à-dire de contextualiser par rapport à la personne, par rapport à la culture et ainsi de suite, et ensuite générer au moins un template de quelque chose qui va pouvoir dire bon, bah, je veux envoyer à ma fille tous les 3 jours X euros. Si elle a une bonne note qu'on peut voir sur le web, bon, bah, par exemple, ça peut se faire en le disant, et c'est là où l'IA est vraiment intéressante. On va dire que l'interface humain-machine qui va devenir aussi beaucoup plus intéressante. Du coup, on va travailler à améliorer la visibilité de cette réalité dans la communication. C'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin de raccrocher forcément à l'IA, puisqu'on en avait déjà dedans. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être, du coup, mettre un peu une emphase là-dessus. Et puis, il y a aussi certains projets de l'écosystème Real World qu'on est en train de designer et de concevoir avec des partenaires externes qui embarquent de l'IA, pas mal. Concernant la partie Real World Assets, on a 2 projets a priori vraiment immédiatement ou de manière imminente après la sortie de la DeFi, dans lesquels on va pouvoir travailler sur la tokenisation de Real World Assets et dont les briques pourront resservir à d'autres projets communautaires, mais on vous en reparlera plus tard. Du coup, il y a une autre question sur le recrutement. Est-ce qu'il y a un plan ou des actions concrètes pour attirer des développeurs externes sur la blockchain ? Ouais. Alors, comme vous l'avez déjà vu, il y a déjà eu des bounty programmes qui permettent de rémunérer à la tâche, par exemple sur du testing ou du bug fixing. Pareil sur la partie documentation. Et là, c'est un des points, j'allais dire, numéro 1, on lance toute la partie DeFi. Numéro 2, on se met à fond sur le recrutement de la communauté dev. Donc, avec effectivement des grants, typiquement, bon alors, pareil, je ne veux pas non plus dévoiler ce qui va arriver après, mais effectivement, toute cette structure, et ça se raccroche un petit peu sur le bien commun que je décrivais tout à l'heure, est hyper importante. C'est vraiment ça qui fait à la fin que c'est un bien commun, chacun l'utilise comme il le veut, et chacun redéveloppe les parties manquantes et ainsi de suite. L'ensemble du réseau est vraiment fait de façon modulaire. Donc demain, s'il y a besoin de développer une brique agenda, une brique mail, une brique, tout ça, ça peut être des grandes qui. Mais bon, je vais essayer de pas trop dévoiler parce que si je continue à parler, je vais tout dire et on saura plus comment continuer. Bon, bah du coup, on peut passer à la phase plutôt sur les préoccupations par rapport au futur. Ouais. Tu as une petite question à me poser ? Ouais. Alors, pensez-vous respecter les délais de la roadmap 2024 ? Avez-vous du retard et si oui, sur quel point ? La roadmap est-elle toujours d'actualité ? Ouais, on a regroupé quelques questions. Alors, au niveau de la roadmap telle qu'elle est sur le site aujourd'hui, on est on track, excepté AE Hosting, donc le Decentralized Web Storage, où on est prêt à 80%, mais en fait, c'est plutôt une question stratégique par rapport au lancement. On priorise d'abord la DeFi et l'écosystème, mais ça arrive, on n'est pas en retard. Il y a un truc qui a pris du retard, c'est la biométrie un petit peu. C'est pas faute de moyens, c'est nouveau challenge dû un peu à la générative AI qui monte, puis l'accessibilité du quantum computing que tu peux avoir sur Azure, enfin ça va assez vite. Donc on se rend compte qu'il y a un step-up qui a été fait au niveau de la sécurité que nous, on estime être requise par la biométrie. Cependant, on est quand même très bien placé parce qu'on a ce projet depuis longtemps, depuis Uniris. Et donc, il y a des nouveaux acteurs qui nous aident et la R&D est en cours plus que jamais. Voilà, c'est vraiment ce léger délai lié à l'émergence de ces nouveaux types de problèmes.
On voit, tu vois, on a vu un truc sur France 3, des entreprises qui se positionnent sur des produits biométriques déjà ready, mais quand on regarde au fond la tech qu'ils font, on considère que nous, c'est pas safe et c'est pas au standard de ce que va être le futur. Au niveau des partenaires, et pour vous rassurer sur la biométrie, on peut pas trop en dire, mais il y en a des gros qui nous aident. On va dire que c'est un moteur de recherche qui n'est pas Yahoo, qui nous aide sur la recherche biométrique. Voilà, on peut On pas voit en dire. vraiment pas qui ça peut être. On peut vraiment pas mais- disait. Mais c'est eux. Du coup, il y avait une autre question qui était vraiment sur la biométrie, donc je te la pose. Roadmap T3 2024 biométrie, sera-t-il le lancement 100% opérationnel de la biométrie? C'est la question. Non, désolé. Effectivement, là, on doit aussi faire des choix, c'est-à-dire on n'est pas non plus 10 000 dans la boîte, hein. On n'est pas ce fameux moteur de recherche qui n'est pas Yahoo. Et donc, effectivement, il faut se concentrer sur les sujets justement pour respecter au mieux la roadmap. Donc là, c'est clair qu'on met un sérieux coup de boost sur toute la partie blockchain, sur toute la partie partenariat, sur toute la partie DeFi. Ça, c'est des points hyper importants, sans du tout perdre de vue ce truc extraordinaire qu'est la biométrie et qui fait mouche à la Paris Blockchain Week, c'était pareil, sur les side events, c'était pareil. Ça revient toujours. C'est-à-dire tout le monde en parle, que ce soit les banques et ainsi de suite. On est catché sur cette partie-là parce qu'aujourd'hui, il y a un énorme trou qui est de prouver la personne, de s'assurer que ça n'a pas été volé ou usurpé et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la solution est vraiment assez en avance sur le sujet. Donc, pour nous, c'est la target. Ce sera le moyen de généraliser, c'est-à-dire en gros, une fois qu'il y a le device biométrique, on parle plus de mot de passe, on parle plus d'authentification forte ou ainsi de suite. Donc, ce sera l'outil d'adoption massive. Néanmoins, il faut d'abord construire tout le réseau avant et en faire un réseau qui marche bien pour pouvoir le financer. C'est ça le point. Donc, désolé, ce sera pas pour la fin d'année. Ouais, mais c'est pour faire un truc plus industry standard et que ça prenne le marché vraiment par la qualité de la solution, quoi. Alors, juste aussi, une petite aparté sur pourquoi les banques viennent nous voir dessus, c'est que aujourd'hui, les acteurs, que ce soit Apple, Mastercard, Visa, etc., les ponctionnent à mort. Et en même temps, ils ont aussi des vrais problèmes sur la sécurité. Donc, c'est pour ça que ce type d'innovation, même si pour nous, c'est du pur Web 3, etc., dans le Web 2, ça a un vrai sens. Et c'est pour ça que, par contre, il faut que ce soit vraiment industrialisé et que ça marche bien. Yes. Désolé, un peu. Non, mais on est là pour ça. On est là pour répondre aux questions. Et du coup, est-ce que tu as une question pour moi, Seb? Alors, comment voyez-vous 2025 pour le projet Arketic? Bien. Non, c'est bon. Ouais, alors on est vraiment assez content de commencer et débuter cette nouvelle phase, pouvoir sortir sur le monde. Donc, on vise vraiment une floraison intense de l'écosystème pour 2025. 25, hein. Donc, on ne vient pas me harceler après dans les télégrammes. On veut vraiment passer réellement dans l'usage réel, concret. On aimerait bien, c'est des targets qu'on n'a pas encore vraiment évalués contre des métriques, mais c'est dans l'esprit, l'équipe aimerait bien que Q2 2025, on ait une dizaine de projets sur Arketic, Q4, qu'on puisse être en full débrayage et en open développement de projets sur Arketic, avec une communauté de développeurs impliqués, plutôt autonome, les documentations de dev complètes, les outils qui sont prêts. Donc voilà, c'est vraiment, pour nous, l'année prochaine, c'est vraiment démontrer les nouveautés de la blockchain en continu au travers de dApps et de projets, et puis pénétrer le marché international et développer les partenariats importants, vraiment faire prospérer cet écosystème. Et cette année, on se concentre sur les fondations, l'infrastructure, de faire en sorte que la communauté de dev puisse s'emparer du projet, comme disait Seb, en faire un bien commun qui impacte le monde, quoi. Voilà. Qu'on me dise, par exemple, d'aller voir Raphaël s'il y a besoin, effectivement, de faire une intégration ou autre, assez rapidement, hein, sans citer de personnes qui sont assez présentes sur le réseau. Voilà. Ouais. Que tout soit clean et qu'il y ait les outils à disposition, tout ça. Voilà. Alors, du coup, je ne sais pas si c'est moi ou toi qui... on sait pas. C'est toi qui me la poses. Très bien. Alors, les financements à venir, entreprises ou autres, combien, qui? Ouais, alors il y a des financements à venir. On va dire en interne, déjà il y a cette histoire de liquidity pools. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si ça vous rejoint d'ailleurs dans la communauté, entre le soft et le hard launch, il y aura cette phase de possibilité d'ouvrir des trading pairs. À ce moment-là, nous, a priori, on ferait des ventes de Yuko over the counter, donc à un tarif marché ou préférentiel. On ne peut pas trop s'engager, mais c'est en fonction un peu de ça. Donc ça, il y a forcément une source de financement. Il y a aussi toutes les fees du DEX et des bridges qui vont commencer à faire rouler les rouages de Arketic qui ont été designés pour ça. Et puis, il y a des financements externes.
On va, en fin d'année, sûrement partir sur une levée de fonds d'accélération assez massive pour pouvoir permettre de faire du marketing vraiment mondial et puis une expansion idéale de l'écosystème en vue du break-even point, du point de bascule où ça y est, l'écosystème vit et tout ce qu'on fait, c'est du plus. Donc, il y a ces deux financements qui sont à venir, un par nos designs internes de nos produits et puis un en externe. Voilà. Alors, j'ai une deuxième question. Un sexe en vue, type Kraken, KuCoin, Mex. Ah oui, mais j'aurais dû te la poser, parce que c'est toi qui répondu donc. Eh ouais, tu vois, là, on a mal noté. Hein. C'est pas grave. Ah, vas-y. Non, c'est ta réponse au début. Bon, alors dessus, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on discute avec tout le monde. Hier encore, c'était Kraken. On discute aussi avec Probit pour le listing du UCO sur le mainnet. Mais il faut pas se tromper d'ordre et de chronologie dans cette histoire. Liquidité. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a les liquidités, là, d'un seul coup, toutes les portes s'ouvrent. La partie lancement de service, c'est-à-dire c'est ça qui va faire ce que j'aime gentiment appeler la pompe à Yuko, c'est-à-dire en gros quelque chose qui va vraiment faire consommer du Yuko, réduire l'offre sur le marché et du coup aussi créer une tension un peu plus forte. C'est pour ça qu'on est aussi, on dilapide aussi peu toute la partie supply. C'est-à-dire on veut vraiment attention qu'il y a un minimum de Yuko qui soit dans la nature pour justement à ce moment-là que l'effet soit pas juste linéaire, tranquille, mais ce soit juste exponentiel. C'est sur ça qu'on travaille depuis des années, aussi pour vous récompenser de nous soutenir aussi depuis tout ce temps-là. Et puis, troisième partie, bien sûr, on s'occupe des sexes. Mais alors, je te laisse peut-être prendre la main un petit peu sur le... Ouais, c'est vrai que là, on a choisi de faire un DEX parce que y a des vrais idéaux de décentralisation dans Arketic qui sont pas forcément dans d'autres blockchains layer 1, même s'ils en parlent quand tu regardes dans les protocoles, les consensus et dans les faits, c'est pas hyper décentralisé. Donc c'est un peu notre main focus et on pense qu'au niveau du marché, il y a plus besoin de DEX de confiance. Enfin, tu vois, il y a eu des gros traumatismes. Moi, à tout jamais, je serais traumatisé de Cryptopia en 2018 où j'ai perdu 50 000 balles. Je me login le matin, je peux plus me login. Ah bon, ok. Cryptopia, il y a eu Mt. Voyager, FTX. Enfin, tu vois, genre, c'est pas comme si on avait besoin de rajouter un sexe et de tout ce merdier, alors qu'en fait, on offre un outil à la communauté de s'emparer d'une plateforme d'échange sur Arketic. On est quand même en quête de partenariat actif et on a quand même des discussions ouvertes, comme disait Seb. Mais on préfère nous prouver la valeur de la décentralisation pour commencer, et l'utilité de notre réseau. Et puis, une fois qu'on aura plus de volume et de liquidité, ce sera beaucoup plus simple d'aller sur des sexes derrière. Voilà. Exactement. L'esprit de la blockchain, c'est on revient à l'époque du cash, c'est-à-dire que quand j'ai 5 € dans ma poche, il n'y a que moi qui ai ces 5 € et personne d'autre, s'il se fait attaquer ou si ma banque se fait attaquer, j'ai toujours mes 5 € dans la poche. C'est vraiment ça. C'est-à-dire dès qu'on rentre dans un sexe, d'un seul coup, on n'a plus les clés privées. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que c'est nécessaire, notamment dès qu'on veut convertir de la fiat ou autre. Mais pour le coup, c'est vrai que l'écosystème blockchain souffre un petit peu quand même de ce paradigme, à la fois d'avoir quelque chose d'aller à fond sur le décentralisé et en même temps d'avoir un truc hyper centralisé où on met tout notre argent juste sur une plateforme en espérant qu'elle n'ait pas un jour un problème de malhonnêteté ou un problème de pire enfin pas pire, mais de hacking, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on ne sait pas si c'est pire. Ok, alors après, il y avait des questions un peu sur les DApp et l'écosystème dont on parle. Tu veux me les poser? Allez, on fait comme ça. Alors, avez-vous des projets externes dans l'attente de la libération du projet au public, entre parenthèses, des DApp alignés? Nombre de DApp estimables sur le réseau, déjà en place et à venir. Ok. Alors, on a... tu as vu, je fais bien Fred et Jamy, genre, je ne savais pas qu'il y avait cette question. Ok, merci. En vrai, il y a déjà 3 projets vraiment majeurs qui ont été proposés et qui sont envoyés en devis avec Arketic en tech infra. Donc, autour de la tokenisation de Real World Assets et des plateformes d'activation de communauté gamifiées, on ne va pas en dire beaucoup plus. Dans les deux, il y a de l'IA intégré. C'est déjà avancé, ces propositions. Puis ensuite, on a en discussion avancée une dizaine de premiers projets, on va dire, en position d'être choisis. On s'occupe d'abord les 3 premiers dont je parle, un peu en phase de test pour être sûr d'avoir tout en place pour ensuite ouvrir à la communauté et permettre de vérifier que tout est OK pour les devs externes.
Donc, c'est du interne-externe sur ces 3 premiers projets. Et derrière, on a déjà les templates en interne pour pouvoir évaluer les projets de la communauté, voter les grants en DAO, et puis accueillir tous ces nouveaux projets entrants. On a une liste assez conséquente. Donc voilà, tout ça est déjà en place. On a juste cette première phase un peu où des produits vont sortir, des dApps vont sortir, mais elles ne seront pas totalement open source developed, ça ne se dit pas trop, mais on a déjà les projets et les templates prêts pour la suite pour pouvoir accélérer cet écosystème. Ouais. Et une fois que en gros, ce qu'on voit beaucoup, c'est dans tous les projets, ils attendent avec impatience des fonctionnalités qu'on a dedans. C'est-à-dire des fonctionnalités toutes bêtes, hein, de mettre à jour le smart contract, d'avoir un oracle, un vrai oracle décentralisé, complètement intégré, de défis où on a une idée de ce que ça va avoir comme impact sur le business model. C'est vrai que là aujourd'hui, il n'y a plus grand monde sur Ethereum pour ça, mais c'est vrai que mine de rien, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Blockchain.io, qui avait mis l'identity de leur wallet sur Ethereum, et où quand les filles ont explosé, ils ont dit on va couper le service parce que ça leur coûtait trop cher. Du coup, ça fait partie de. Il y a énormément d'évolutions dans le réseau là qui sont vraiment des besoins nécessaires pour réussir à monter un business et se projeter en se disant ok, là je pars de ça. Peut-être que je suis capable quand même de mettre à jour mon smart contract. Par exemple, autre chose qui va vous toucher, c'est le RC20 du Yuko, où effectivement on a burné 90% de la supply, mais en vrai, on ne peut pas modifier le smart contract. Donc on ne peut pas remettre à niveau. Donc CoinMarketCap, CoinGecko sont pareil, ils sont obligés de respecter le smart contract parce que lui, il ne peut pas évoluer. Donc il y a plein de choses. Bien sûr, le web hosting, c'est-à-dire quand on parle par exemple de faire du suivi alimentaire, etc., il n'y a pas besoin d'avoir une app pour aller regarder le QR code. On va directement sur la page web du produit et on voit exactement. C'est le mail, etc. Enfin, les bases de données intégrées, tout en UTXO. Enfin, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont juste géniales dans cet écosystème. C'est-à-dire, c'est vraiment le meilleur du Web 2, Web 3 mélangé, quoi. C'est ça. C'est toute cette puissance qui est prête à se répandre sur le monde et notre différenciant technologique, quoi. Du coup, il y avait une autre question qui était sur la communication, mais sur le futur. Est-ce qu'il est prévu des coups de com' à la Hasher en Inde? Le projet ne semble holdé que par des Français. Alors, l'Inde, c'est pas un focus immédiat. Pour ceux qui sont au courant de ce qui se passe là-bas, la crypto, c'est plutôt persona non grata. Donc, là, aujourd'hui, tous les projets crypto en Inde, ils vont quand même plutôt mollo parce qu'effectivement, il y a quand même une barrière réglementaire quand même assez forte. Par contre, il y a une appétence, c'est d'ailleurs ce qu'on voit aussi en Afrique, une appétence sur ce type de sujet énorme, avec énormément de gens hyper compétents. Enfin, pour nous, c'est un peu l'Eldorado parce qu'il va y avoir aussi plein de développeurs qui vont avoir plein d'idées. Et alors, avec le produit qu'on va vous montrer un petit peu après, c'est un petit peu l'idée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on enlève les barrières de tout. C'est-à-dire, d'un seul coup, alors ces projets qui, pour nous, sont des projets crypto, ressembleront à n'importe quel projet. Et quelque part, le sous-jacent qui est la blockchain sera quelque part complètement transparent. Mais l'Inde, effectivement, c'est pas un focus immédiat, mais par contre, c'est un des Eldorado là, qui va arriver dans les années à venir. Carrément. Et puis, il y a mieux que des coups de com', il y a des petits coups d'avance qu'on prévoit, non? Eh oui. Bon, ça y est, je vais pouvoir enfin en parler. Bon, alors pour ceux qui ont suivi, on en a parlé un petit peu au CES. Ça s'appelle Molecular. Donc le Molecular, donc c'est vraiment l'idée no code, low code. C'est une marketplace avec d'un côté des templates qui vont pouvoir lancer, enfin qui vont permettre de lancer des services de façon beaucoup plus simplifiée, c'est-à-dire avec un travail pré-marché par des développeurs, et de l'autre des enablers. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un enabler, c'est juste un composant technique qui va tantôt faire de la vérification de KYC, tantôt faire une passerelle réseau, tantôt faire du stockage et ainsi de suite. Et en gros, ces deux parties-là, c'est vraiment le cœur de cette plateforme. Alors, je pense, Alex, si tu veux bien partager un petit slide. Bon, je suis désolé parce qu'on vous donne les informations goutte à goutte sur la partie moléculaire. Mais en gros, pour bien comprendre l'esprit et de là où on part. En gros, ce qui se passe, c'est que notamment dans le monde open source, il y a je fais partie un peu de ce monde-là.
il y a vraiment les meilleurs développeurs, les meilleurs produits. Sauf que qu'est-ce qui se passe au bout de 2-3 ans? Les personnes doivent aussi nourrir leur famille, avoir un toit, etc. Et donc vont travailler. Et du coup, en fait, les projets, quelque part, tombent petit à petit en désuétude. Et en gros, ce qu'on essaie de faire, c'est de casser quelque part, cette richesse, de casser ce problème de richesse applicative et de créer un vrai modèle de rémunération permanent pour les développeurs qui vont pouvoir ajouter des briques. Donc, à l'intérieur de Molecular, il y a une partie qui sera tantôt complétée par les développeurs eux-mêmes en disant, moi, j'ai envie de faire une brique qui va faire, par exemple, la gestion d'agenda et qui va la soumettre notamment à la DAO en disant, voilà, sur ce projet-là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme grant justement pour développer cet outil. Mais ça peut venir également de la partie DAO elle-même en disant, bon, on a besoin d'un outil de gestion des contacts, et ainsi de suite, et pareil, donner un grant sur ce sujet. Donc, tout le bac de Yuko qui existe est là pour ça. Toute la partie acquisition et ainsi de suite, c'est vraiment comment on arrive à pérenniser des compétences et qui à la fin sont utiles pour tout le monde. Donc et puis côté magique de la blockchain, c'est-à-dire que cette personne peut aussi faire un business model sur son enabler en disant ce sera peut-être des actions de mon entreprise, ce sera peut-être une partie du revenu, ce sera peut-être telle ou telle chose à côté qui n'a rien à voir. Et c'est l'idée d'avoir un cercle complet 360 qui va de l'inception du projet, donc que ça parte de la DAO ou que ça parte de vous, jusqu'au moment où on le déploie complètement sur les services et c'est intégré dans l'écosystème moléculaire. C'est ça. Et puis nous, on va se servir de la DAO et d'un bounty programme pour un peu orienter ce qu'on considère au début qui est essentiel à l'écosystème. On pense à des lending protocoles, on pense à des marketplaces NFT. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être essentielles. Et sur ça, évidemment, vos inputs sont les bienvenus et on veut le construire ensemble. Voilà. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que Molecular, c'est juste la suite logique de toute la partie écosystème DeFi. C'est-à-dire le web hosting, le DEX, le bridge, etc. Tout ça, ce sont des enablers à l'intérieur de Molecular qui pourraient être ensuite packagés. Là, on a un de nos anciens développeurs qui a développé justement la génération d'images par IA, etc. Ça, c'est exactement Alors, bon, après, en termes d'utilité, etc., je ne me prononcerai pas, mais par contre, c'est exactement ça qui est bien. C'est-à-dire, en gros, chacun vient développer sa petite brique. Avec le temps, effectivement, la réputation se consolide. Et à la fin, ça devient un écosystème extrêmement riche de boîtes à outils qui permettent de construire n'importe quel type de service, que ce soit du Uber, que ce soit du Facebook, que ce soit une banque décentralisée. Et où la valeur liée à la création des briques de ces produits circule automatiquement et librement tout au long de la chaîne du produit, quoi. Ouais. C'est un peu cette vision. Super. Bon, Molecular, on vous en parlera plus tard, mais on espère que vous êtes hypés, comme dit Aya Nakamura. Oh là là. Alors, du coup, j'enchaîne sur une question pour toi. Alors, à quelle date le DEX et le bridge vont-ils sortir ? Oh là là, c'est à moi de répondre à cette question. Ouais, désolé. Ouais. Alors, le soft launch, c'est bientôt. Si vous nous suivez au plus près, vous savez que quand on dit bientôt, voilà. On y est, grosso modo. On vous l'avait annoncé pour avril. Donc, le soft launch, on va s'assurer que ce soit en avril. Là, on est en train de s'assurer de vraiment faire les dernières phases de testing, aligner la campagne de marketing, tout synchroniser pour que ce soit digne des enjeux qu'on vous présente. Et ensuite, quand la campagne du hard launch commencera, vous le saurez largement, puisque vous aurez déjà suivi le soft launch, et vous aurez le temps de faire vos préparatifs. À ce sujet, c'est une annonce, on retire la liquidité qu'on a mis sur la trading pair BUSD Yuko, parce que le token BUSD est plus supported par Binance, et on va réallouer ça dans le Wrapped ETH. Et puis, c'est à peu près tout, je crois. Ah non, il y avait une dernière question. Comment allez-vous ? Eh oui. Et bien voilà une belle conclusion. Ouais. Je pense, alors j'espère qu'on vous a transmis l'enthousiasme qu'il peut y avoir sur le projet. Il y a des choses juste extraordinaires. À la Paris Blockchain Week, quelque part, c'était aussi un moment où on voit effectivement comment on est reconnu dans l'écosystème, les interactions possibles avec tout le monde. Et c'est hyper enthousiaste, hein, comme au premier jour, j'allais dire. C'est un peu ça, on est presque au premier jour de Archétype Go Market et tout ce qu'on va pouvoir créer ensemble.
Donc, on est vraiment heureux que vous ayez été là tout le long de cette route. Et puis, on espère vous avoir avec nous jusqu'au bout. Exactement. Mais sauf qu'après, vous allez devoir bosser quand même. Hein. J'espère que j'ai été clair sur le sujet aussi. On va vous récompenser, et vous nous récompenserez aussi via la DAO. Mais on a besoin aussi de votre appui dessus. Yes. Bon, merci à tous. On espère qu'on a répondu à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, on fera d'autres amas. Il n'y en aura pas une avant le lancement de la DeFi, mais il y aura sûrement une émission live, peut-être sur Twitch, Kik, YouTube en même temps, type radio, un peu pour le lancement, pour s'amuser. Et puis, pour le hard launch. Et puis sinon, on vous voit dans le Telegram, le Discord, le Twitter. Venez nous parler. Voilà. Merci, Seb. Merci, Ben. Et merci, Alex, en coulisses. Qu'on ne voit pas. Je ne sais pas s'il va vouloir se montrer ou pas. Mais merci, un grand merci, Alex, qui est derrière en coulisses pour tout gérer la partie technique. Allez, tchuss. Ciao. Prenez soin de vous.